Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer d'où viennent certaines expressions françaises, leur origine, d'où elles viennent dans le français, dans l'histoire en fait. Pourquoi on les dit encore aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez le moral et que tout va bien pour vous. Et si jamais ça va pas trop, j'espère que cette vidéo et mes chuchotements pourront t'aider à avoir un certain apaisement et à te changer les idées, c'est le plus important. Alors, commençons la vidéo et débutons cette vidéo. D'où vient l'expression goûter les yeux de la tête? Il n'est pas rare d'entendre l'expression française goûter les yeux de la tête. Elle fait partie du vocabulaire français depuis des dizaines d'années. Mais d'où vient-elle réellement? En France, nous adorons les expressions qui peuvent être difficiles à comprendre, mais qui font pourtant partie du langage de tous les jours. Par exemple, on peut souvent entendre poser un lapin, donner sa langue au chat, faire un froid de canard, mettre les deux pieds dans le plat. Concernant l'expression goûter les yeux de la tête, il semblerait qu'elle soit connue aussi en Allemagne, où l'expression traduite signifie goûter le blanc des yeux. Ah ben... Désolé, il y a les rayons du soleil, je vais laisser comme ça. Ça donne un effet sympa. Donc goûter le blanc des yeux, ou au Vietnam, où l'expression utilisée est un prix qui coupe la gorge. Pourquoi dit-on ça coûte un bras? L'expression relative à l'argent sont très nombreuses dans la langue française. Il faut dire que l'argent fait partie de la vie quotidienne et peut même être un sujet tabou. Pour qualifier quelque chose qui coûte très cher, il existe différentes expressions françaises détournées pour exprimer son étonnement. Goûter un bras fait partie d'entre elles. Il est difficile de déterminer l'origine de cette expression, mais il semblerait qu'elle ait une origine anglaise. En effet, les Anglais ont pour habitude de dire to cost an arm and a leg, qui se traduit par goûter un bras et une jambe. L'histoire raconte que cette expression serait née durant la guerre de sécession, où de nombreuses amputations avaient lieu, et qu'elle serait arrivée en France au début du XXe siècle. Pourquoi dit-on ça coûte la peau des fesses? Plus familièrement, l'expression française goûter la peau des fesses fait aussi partie du langage courant. Même si elle est moins élégante, elle exprime également le fait que quelque chose coûte très cher. Pour cette expression, difficile aussi de déterminer son origine. Elle aurait été utilisée pour la première fois par l'humoriste Alphonse Allais en 1897, lorsqu'il aurait dit « ça goûte la peau ». Une autre théorie s'applique à dire que l'expression « goûter la peau des fesses » viendrait de l'ancienne cité grecque d'Éphèse, située dans la Turquie actuelle. Des peaux d'ours très chères y étaient vendues à cette époque et les habitants auraient pour coutume de dire « ça goûte la peau ».
ailleurs, d'autres expressions existent comme tenir à quelqu'un comme à la prunelle de ses yeux. L'origine de l'expression goûter les yeux de la tête reste aussi difficile à déterminer. Une théorie existe selon laquelle, durant l'Antiquité romaine, les yeux étaient prélevés aux condamnés à la guillotine. Les yeux sont donc considérés comme des organes importants et précieux avec une très grande valeur. Et cette valeur serait retranscrite dans les expressions françaises. La deuxième, d'où vient l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Cette formule ancienne, souvent murmurée par des sages de tous horizons, vos grands-parents en somme, cache une vérité vieille de plusieurs siècles. Et oui, même les choses les plus futiles recèlent leur histoire, des histoires. Mais avant de décortiquer ce proverbe au parfum de sous-bois, faisons un saut dans le passé pour en comprendre les origines et son sens véritable. Une pierre laissée à elle-même immobile au milieu d'une forêt qui finit par être recouverte de mousse verte et douce. Peu à peu, elle devient une partie intégrante du paysage, accumulant la patine du temps et des expériences. Mais une pierre qui roule sans cesse, charriée par les torrents ou poussée par le vent, ne laisse pas la mousse s'installer. Elle reste brute, lisse, inaltérée par les âges. Vous voyez l'image? Qui n'a jamais entendu ce proverbe mystérieux sans vraiment saisir la portée? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Derrière cette expression qui sent le sapin se cache une histoire vieille de plusieurs siècles. Et oui, qui l'eût cru? L'expression remonterait à la Grèce antique. Elle fut ensuite traduite en latin et réutilisée par les Romains qui disaient « Oula, je sais pas parler latin. Saxum volutum non obtusitur musco ». Ce dicton, littéralement traduit par « une pierre roulée ne se recouvre pas de mousse », dépeignait déjà à l'époque la vie d'une personne instable, constamment en mouvement, incapable d'amasser des biens ou de la sagesse, souligne le média spécialisé La Langue Française. C'est-à-dire moi qui écris cet article. Enfin lui du coup, pas moi. En quelque sorte, elle suggère que celui qui se disperse ne parvient jamais à capitaliser sur ses efforts. En France, l'expression a traversé les siècles, gagnant en popularité au XVIe siècle, note Le Point. À cette époque, on pouvait lire « pierre souvent remuée de la mousse, névelée ». Si cette formulation peut sembler désuète aujourd'hui, elle l'est effectivement, mais elle véhicule la même idée. La stabilité est essentielle pour réussir, tant sur le plan matériel qu'intellectuel. C'est la persévérance qui permet d'accumuler de l'expérience, de bâtir quelque chose de solide comme une maison bien ancrée dans ses fondations. Pierre reposée, réussite assurée. Et pourtant, le proverbe n'est pas aussi simple à interpréter. Cette métaphore a été adoptée dans le langage populaire pour pointer du doigt ceux qui mènent une vie nomade sans jamais se fixer. Il était reproché à ces individus de ne pas construire un patrimoine ou de ne pas s'enraciner, qu'il s'agisse de leur lieu de vie ou de leur carrière. Mais est-ce vraiment une critique? N'y a-t-il pas, au fond, une autre façon de lire ce proverbe? La réponse est oui. Et si elle préférait rouler? Cette vision peut sembler pessimiste, mais elle traduit une idée profondément ancrée dans la tradition. Pour réussir, il faut de la constance. Comme un arbre qui s'enracine et fleurit, il faut se fixer pour récolter les fruits de son travail. D'autres dictons latins abondent en ce sens, notamment Saepius plantata arbor fructum profer exigum, qui
fin de compte, ne pas accumuler de mousse n'est peut-être pas si mal, surtout si cela signifie que l'on vit intensément, toujours en quête de nouvelles découvertes, de liberté. Pour la suivante, d'où vient l'expression tomber dans les pommes? Vous connaissez sans doute l'expression tomber dans les pommes, qui signifie simplement s'évanouir. Mais pourquoi utilise-t-on cette formule et quelle est son origine? L'expression tomber dans les pommes remonte au XIXe siècle. On pense qu'elle est une déformation de tomber en pâme, P-A, accent circonflexe, M-E-S. Le verbe pâmer signifie perdre connaissance ou être en extase. Ainsi, à cette époque, l'expression était utilisée pour décrire quelqu'un qui s'évanouissait. Avec le temps, cette expression a évolué pour devenir tomber dans les pommes, probablement par un jeu de mots ou une erreur de transcription. Imaginez un jardinier qui, au lieu de tomber simplement, tombe directement dans un tas de pommes. Cela rend l'expression plus imagée et facile à retenir. C'est ainsi que tomber dans les pommes est devenu une manière courante de parler de l'évanouissement de manière amusante et familière. Signification: quel est le sens de tomber en pâmoison? Bon, vous vous en doutez, l'expression tomber en pâmoison est similaire à tomber dans les pommes. Il signifie s'évanouir ou perdre connaissance sous le coup d'une forte émotion. Le terme pâmoison vient encore une fois du verbe pâmer, qui voulait dire perdre ses sens ou défaillir. On utilisait souvent cette expression pour décrire une personne qui s'évanouissait par surprise, par peur, par joie intense ou amour. Par exemple, dans les romans, une héroïne pouvait tomber en pâmoison en voyant son amant revenir sain et sauf de la guerre. Aujourd'hui, l'expression est moins courante, mais reste tout à fait compréhensible de tous. Elle évoque une réaction émotionnelle très forte, souvent dramatique, qui cause une perte momentanée de conscience. Origine et exemple. Qui a inventé l'expression tomber dans les pommes? Cette expression si connue serait dérivée de être dans les pommes cuites. Elle est attribuée à l'écrivain George Sand. Elle utilisait cette locution pour exprimer une grande fatigue. L'image de la pomme cuite, molle et affaissée renforçait cette idée de faiblesse et d'état de grande fatigue. D'ailleurs, on peut aussi noter qu'à l'époque, il était courant de jeter des pommes cuites sur des acteurs de théâtre que l'on jugeait mauvais. Cela accentuait l'association entre les pommes cuites et une certaine forme de défaillance ou d'incompétence. Ainsi, l'expression actuelle « tomber dans les pommes » a évolué pour décrire une personne qui perd connaissance en se basant sur cette image de mollesse et d'épuisement physique. Pourquoi tombe-t-on dans les pommes et que faire? Imaginez que votre cerveau ait décidé de prendre une pause café sans vous prévenir. C'est ce qui se passe quand vous vous évanouissez. Votre corps vous dit stop à cause du stress, de la fatigue ou même d'une émotion trop forte. Vous êtes tellement submergé que vos jambes se dérobent ou vous vous effondrez. C'est une manière aussi qu'a notre corps de nous dire qu'il en a assez et qu'il a besoin de repos. C'est aussi le cas quand vous ne pouvez pas surmonter la surprise que l'on vous annonce. Dans tous les cas, pas de quoi s'affoler. Vous avez besoin de repos, soit de vous remettre de la nouvelle. Si cela se produit trop souvent, n'hésitez pas à vous rendre chez votre médecin. Prochaine expression, d'où vient l'expression passer un savon? On a tous déjà entendu l'expression passer un savon qui signifie réprimander
quelqu'un sévèrement. Mais pourquoi utilisons-nous cette expression et quelle est son origine? En fait, l'expression « passer un savon » remonte au XVIIe siècle, une époque où les femmes allaient laver leur linge au lavoir. Elles utilisaient du savon et un battoir. Le battoir est un outil en bois pour taper sur les vêtements et enlever les taches. Ce travail demandait beaucoup d'énergie et de force, et c'est à partir de cette situation qu'une première expression a vu le jour, laver la tête. Ce qui signifiait frapper, mais rapidement est devenu réprimander ou disputer. Plus tard, l'idée de réprimande violente a été associée au savon, d'où l'expression passer un savon. Passer un savon à quelqu'un, la signification. L'expression passer un savon signifie réprimander quelqu'un de manière très ferme, parfois même avec colère. L'image du savon qui est utilisé pour frotter et nettoyer avec insistance est ici associée à une remontrance verbale. Lorsqu'on passe un savon à quelqu'un, on lui fait comprendre de façon très claire qu'il a mal agi, en le critiquant durement pour qu'il prenne conscience de ses erreurs. Imaginez une mère qui découvre que son enfant a fait une grosse bêtise, elle pourrait très bien lui passer un savon pour lui montrer à quel point son comportement était inacceptable. Cela pourrait être aussi un employeur qui passerait un savon à un employé qui ne fait que rêvasser au lieu de travailler. Passer un savon, synonyme. Passer un savon est une expression imagée qui signifie réprimander quelqu'un avec une certaine dureté. Elle a plusieurs synonymes qui peuvent être utilisés en fonction du contexte ou du registre de langue. Parmi les plus courants, on trouve engueuler, un terme familier et souvent utilisé pour décrire une réprimande sévère. Dans un registre un peu plus formel, on pourrait utiliser sermonner qui implique de faire la morale à quelqu'un. C'est un terme plus neutre et courant dans des situations professionnelles ou éducatives. Remonter les bretelles est une autre expression familière synonyme de passer un savon qui ajoute une connotation légèrement humoristique à la réprimande. Chacune de ces expressions offre une nuance différente, permettant d'adapter son discours selon le contexte, l'intensité de la réprimande et la relation avec la personne concernée. Passer un savon, exemple. Ah, on arrive à la partie drôle. Un exemple classique de passer un savon pourrait se dérouler dans le cadre familial. Imaginez votre adolescent qui a été pris en flagrant délit en train de rentrer bien après l'heure que vous lui aviez donnée sans vous prévenir. Lorsqu'il franchit enfin la porte, vous décidez de lui passer un savon. Vous allez élever la voix pour exprimer votre déception et votre frustration, expliquant ainsi à quel point son comportement est irresponsable et dangereux. Dans ce contexte, passer un savon ne se limite pas seulement à une simple remontrance. C'est un moment où vous exprimez votre mécontentement. Cela permettra de marquer les esprits et de faire prendre conscience de ses actes. Prochaine expression, d'où vient l'expression tourner autour du pot? Ah, la langue française, à la fois belle et complexe, elle se distingue des autres langues par sa richesse et ses expressions idiomatiques. Dans cet article, nous allons nous intéresser à l'origine de l'expression tourner autour du pot. Ménager la chèvre, aller droit au but, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, donner sa langue au chat, raconter des salades. Les expressions idiomatiques sont des phrases ou groupes de mots qui n'ont souvent aucun sens si on les déchiffre mot à mot. Par exemple, pour l'expression « je donne ma langue au chat », vous ne donnez pas réellement votre langue au chat, mais vous voulez exprimer le fait que vous ne connaissez pas la réponse. Ces expressions idiomatiques sont en fait figurées et culturelles. Elles sont ancrées dans l'histoire ou
l'expression tourner autour du pot, il faut remonter dans le temps. Au Moyen-Âge, il faut savoir que les gens avaient souvent très faim durant les périodes de disette. Pour pouvoir manger, ils devaient attendre patiemment leur tour pour pouvoir déguster un bon repas autour d'une grosse marmite appelée pot. À cette époque, il n'était pas rare que certaines personnes affamées fassent des allers-retours autour de la marmite avant de pouvoir se servir discrètement. Il existe également un autre récit qui raconte que les apothicaires, les personnes qui étaient en charge de préparer les médicaments autrefois, préparaient leurs remèdes en mélangeant les ingrédients dans un pot sans toucher les bords. Traduction: quelle est la réelle signification de l'expression tourner autour du pot? Dans l'histoire de la langue française, la signification de l'expression tourner autour du pot a évolué. Au tout début, on utilisait cette expression pour formuler que l'on souhaite obtenir quelque chose de manière indirecte, à l'image des personnes au Moyen-Âge qui tournaient autour de la marmite pour espérer pouvoir manger discrètement. Mais au fil du temps, la signification a évolué. De nos jours, lorsque quelqu'un utilise cette expression, c'est pour exprimer le fait qu'il hésite à dire, à faire ou à choisir quelque chose. Tourner autour du pot, exemple, est synonyme. Vous l'aurez compris maintenant, on utilise l'expression tourner autour du pot lorsque quelqu'un n'est pas clair ou qu'il n'ose pas aborder le vrai sujet. Par exemple, lorsque vous ne souhaitez pas exprimer clairement à votre collègue qu'il a fait une erreur, vous êtes en train de tourner autour du pot. Idem lorsqu'un enfant ne veut pas avouer à maman qu'il a cassé un verre dans la cuisine, il tourne autour du pot également. D'ailleurs, il existe d'autres expressions idiomatiques synonymes à celle-ci que vous pouvez utiliser pour enrichir votre vocabulaire, comme ne pas aller droit au but ou faire des détours. Petit conseil pour éviter de tourner autour du pot, il est important de mettre les points sur les i. D'où vient l'expression tomber en panne? Sur l'autoroute, devant chez soi ou sur une route de campagne, tomber en panne peut arriver à n'importe quel moment. Cependant, cette curieuse expression automobile ne serait pas parvenue jusqu'à nous sans passer par les mers. Cette situation est survenue au moins une fois dans la vie de tout automobiliste. Sans raison apparente, le véhicule cesse de rouler ou ne démarre pas. Il est en panne. Au sens littéral, une voiture ne tombe pas physiquement en panne. Si une chute peut provoquer, dans certains cas exceptionnels, l'immobilisation du véhicule, la panne a pour origine un problème moteur, un manque d'essence, un choc, le froid. De fait, l'expression tomber en panne semble incongrue, voire inadaptée au domaine automobile. Pour comprendre comment cette expression est arrivée dans le langage courant, il faut remonter jusqu'au XVIe siècle, mais aussi changer de moyen de transport. D'un bateau à une voiture, c'est quoi être en panne? En effet, la première trace du mot panne est en lien avec la navigation. Tout d'abord, le mot est utilisé dans une forme légèrement différente pour désigner une longue pièce de bois soutenant les voiles d'un navire, la penne, P-E-2-N-E. De cet élément en bois naîtra par la suite l'expression mettre le bateau en peine. Cette situation était utilisée quand il fallait arrêter un bateau ou un navire pour diverses raisons. Au fil du temps, peine se changera progressivement en panne. D'ailleurs, à partir du XVIIIe siècle, les marins disent d'un bateau arrêté ou immobilisé qu'il est en panne même s'il n'a pas de problème. Cela explique entre autres l'origine de cette expression utilisée aujourd'hui par les automobilistes pour désigner une voiture à l'arrêt forcé. Quel est le synonyme ou la traduction en anglais de l'expression tomber en panne en voiture? L'expression tomber en panne est rattachée au monde automobile
automobile à partir du début du XXe siècle, notamment avec l'arrivée des premières voitures non tractées par un cheval. Depuis cette date, elle n'a connu aucune évolution et reste toujours d'actualité quand un problème moteur ou autre survient. Mais ce n'est pas la seule expression utilisée dans cette situation. Ainsi, il est possible de dire que la voiture est en rade, qu'elle est tombée en carafe ou encore qu'elle est tombée en rideau lorsqu'elle ne fonctionne plus. Mais en anglais, l'expression utilisée pour désigner une panne n'a pas de lien avec le verbe tomber. Il est fréquent d'utiliser la formule breakdown pour signaler une avarie inattendue sur sa voiture. Comment ça se passe quand une voiture tombe en panne? Si l'expression a une origine atypique, la situation à laquelle elle est associée inquiète les automobilistes. Ça ne m'est jamais arrivé en 14 ans de permis. Je touche du bois. Afin d'être bien préparé si une panne d'essence ou un problème moteur survenait, il faut retenir quelques bons réflexes. Tout d'abord, il faut mettre le véhicule et ses occupants en sécurité. C'est bien, ça fait explication d'expression française, mais aussi prévention. Les feux de détresse doivent être allumés et un triangle de signalisation doit être placé plusieurs mètres en amont, mais c'est toujours bien de le répéter. Ensuite, il faut évaluer la situation. Si le véhicule est immobilisé, le conducteur doit contacter le 112 ou un service d'assistance routière pour être dépanné. Ou son assurance aussi. Ah oui, voilà. Enfin, il est recommandé d'appeler son assureur car certains contrats incluent un rapatriement du véhicule. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo très intéressante que j'ai beaucoup aimé tourner et vous raconter. Il y en a encore plein. Donc c'est fort probable qu'il y ait une partie 2 à cette vidéo concernant les expressions de la langue française, car j'en ai encore plein et tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et intrigante aussi. Donc je vous laisse ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. J'espère que vous allez bien tout simplement. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.